le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mercredi 5 mai 2021, troisième sortie de la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. Joyeux anniversaire à notre collaborateur Roland Joseph qui fête un nouveau printemps aujourd'hui. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Accident de métro au Mexique, il y aura une enquête approfondie pour connaître la vérité. La soirée du 3 mai, un pont sur lequel passait la ligne 12 du métro mexicain s'est effondré, faisant au moins 25 morts et 80 blessés. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Marcelo Ebrard, l'actuel ministre des Affaires étrangères et maire de Mexico au moment de l'inauguration de cette ligne de métro en 2012, est pointé du doigt. Voici un reportage de le confrère de la RT. Le calme est revenu aux alentours du pont aérien en partie effondré. Alors que les travaux de déblayage des décombres ont permis d'extraire la rame de métro accidentée, l'enquête se poursuit pour comprendre les causes de la tragédie. Lundi soir, l'effondrement de la structure de 12 mètres de haut faisait plonger dans le vide plusieurs wagons. Lors d'une conférence de presse, le président mexicain a promis des investigations impartiales. Il va y avoir une enquête approfondie, sans égard d'aucune sorte, pour chercher à connaître la vérité. L'enquête pour homicide involontaire a été confiée au bureau du procureur de Mexico. Mais déjà de nombreuses critiques visent celui qui était le maire de la ville lors de l'inauguration de cette ligne en octobre 2012, Marcelo Ebrard, l'actuel ministre des Affaires étrangères et potentiel candidat à la présidence mexicaine. Dès sa mise en service, une usure des rails et des roues des trains de cette ligne avait été détectée. Plusieurs accidents se sont également produits. Dernier en date, en janvier dernier, lorsqu'un incendie avait endommagé les installations de contrôle du réseau. L'accident avait fait un mort et 29 blessés. Pour ces manifestants, la corruption et la négligence des politiques ont conduit à ces drames. Certains ont perdu des bras, des mains, des membres. C'est de la négligence et cela peut arriver dans n'importe quelle autre ligne de métro. C'est à cause de la corruption, de l'impunité, du manque de soins pour ceux d'entre nous qui vivent, habitent et transitent dans la banlieue. Justice pour les familles. En attendant les conclusions de l'enquête, près de 4,5 millions de passagers vont continuer d'emprunter quotidiennement le métro de la capitale mexicaine. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Parlons du Covid-19 aux États-Unis. 70% d'Américains vaccinés d'ici 2 mois. Le nouvel objectif de Joe Biden, le président des États-Unis, veut donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Ce nouvel objectif, 70% d'Américains vaccinés d'ici la fête nationale du 4 juillet. Voici un reportage signé Euronews. Près de 105 millions d'Américains sont aujourd'hui vaccinés contre le Covid-19. C'est bien, mais insuffisant pour l'administration Biden qui vient de se fixer un nouvel objectif. Joe Biden a posé la question, même si le risque de tomber gravement malade est faible, pourquoi prendre ce risque? Cela pourrait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Tous vaccinés, c'est son mot d'ordre. Dans 2 mois, les familles de tout le pays vont célébrer le 4 juillet. Notre objectif d'ici là est que 70% des adultes américains aient reçu au moins un vaccin et que 160 millions d'Américains soient complètement vaccinés. Cela signifie qu'il faudra faire près de 100 millions d'injections au cours des 60 prochains jours. Alors que la demande de vaccins a nettement diminué dans tout le pays, les services de santé veulent convaincre les sceptiques. À Détroit, ville de 620 000 habitants, 2000 morts du Covid-19 et environ 48 000 cas ont été enregistrés. Des équipes sillonnent les quartiers pour sensibiliser les habitants. Il faut informer sur la sécurité des vaccins avant tout, mais pas que.
Nous voulons nous assurer que tous les habitants de Détroit qui veulent se faire vacciner savent où aller, ce qu'il faut faire et qui appeler. Dans ma famille, certains ont été vaccinés et ils sont tombés un peu malades à cause de ça, alors je me demande si ça vaut le coup ou pas. Je ne sais vraiment pas. Pour l'administration Biden, l'urgence est d'élargir le groupe de personnes à vacciner, de convaincre ceux qui doutent et ceux qui ne sont pas pressés, mais aussi d'aller vers la vaccination des 12-15 ans. Section le Mali, un journaliste français enlevé. Le journaliste indépendant français Olivier Dubois a indiqué dans une vidéo avoir été kidnappé début avril dans le nord du Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Voici un reportage signé Africa News. Olivier Dubois, journaliste freelance français, affirme avoir été enlevé au Mali. Dans une vidéo de 21 secondes diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, il donne son identité et confirme son statut d'otage entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda. L'enlèvement a eu lieu le 8 avril à Gao. Nous avons des raisons de croire au pire scénario. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'il ait effectivement été enlevé par ce groupe armé dans le nord du Mali. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour tenter d'obtenir sa libération. Nous savons que les autorités maliennes et françaises sont très au courant de ce qui s'est passé. Elles y travaillent. Nous avons donc maintenu ce calme aussi longtemps que possible. Mais maintenant, avec cette vidéo, ce n'est plus possible, alors nous allons essayer de rassembler tout le monde et voir ce que nous pouvons faire. Ce journaliste aguerri connaissait bien cette région dangereuse où il vivait depuis 6 ans, précise le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Attiré dans un piège par une promesse d'interview avec des chefs djihadistes, ces informations confirment finalement son statut d'otage. En proie à une poussée djihadiste partie du nord depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire. Après la libération de Sophie Petronin en octobre 2020, dernière otage française au Mali et dans le monde, enlevée il y a 4 ans à Gao également, la France compte de nouveau un otage au Sahel, en la personne d'Olivier Dubois. Nous resterons toujours en Afrique, direction la République démocratique du Congo. État de siège au Congo, les militaires remplacent les autorités dans l'Est. Le président congolais Félix Tshisekedi a décidé le remplacement des autorités civiles par des militaires et des policiers dans 2 provinces de la République démocratique du Congo, où l'état de siège entre en vigueur. Voici un reportage signé France 24. Le Nord Kivu et l'Ituri, officiellement sous contrôle de l'armée dès ce jeudi. Le président Félix Tshisekedi a déclaré l'état de siège dans ces 2 provinces du nord-est de la République démocratique du Congo. Elles sont secouées par les violences dues aux milices depuis la fin des années 90. Les autorités civiles vont y être remplacées par des militaires pour une durée de 30 jours, une perspective qui divise les populations locales, comme ici à Goma. L'administration militaire vient avec des nouvelles stratégies dans la traque des groupes armés. Et donc nous l'avons longtemps désiré et pour nous c'est une opportunité de voir la paix et la sécurité retourner ou même être rétablies dans notre province Nord Kivu. Le problème aujourd'hui n'est pas de similitariser la région. Le problème aujourd'hui c'est de savoir qu'est-ce qui serait à la base de cette insécurité à outrance. Qui sont les traîtres? Parce que l'ennemi externe qu'on a identifié depuis, ça fait déjà 5 ans, comme des ADF, ne peuvent pas avoir de la force s'ils n'ont pas des complices à l'intérieur. Vu l'état actuel de l'armée congolaise, c'est la même armée qui est dans tous les secteurs miniers, les secteurs commerciaux. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus de ses avantages privés, il peut être en mesure de diriger toute une population comme la population de Goma. À partir de jeudi, l'armée pourra fouiller les habitations jour et nuit, arrêter toute personne considérée comme une menace à l'ordre public et les tribunaux civils seront remplacés par des cours militaires. Pour les autorités de Kinshasa, l'objectif est de faire cesser les exactions dans ces 2 provinces où environ 120 groupes armés seraient toujours actifs. Ces dernières années, l'ADF, rébellion d'origine ougandaise, serait le plus violent de ces groupes. Ses membres auraient fait plus de 1000 victimes civiles depuis novembre 2019 dans la région de Beni, au Nord Kivu. Pour finir, parlons du vaccin contre le Covid-19. Les profits mirobolants de Pfizer, le laboratoire américain Pfizer table sur des records de vente de son vaccin contre le coronavirus. En 2021, chiffré à 26 milliards de dollars pour 1,6 milliard de doses distribuées. À l'origine de ces prévisions mirobolantes supérieures de 11 milliards de dollars,
à celle envisagée en début d'année. Des contrats de plus en plus nombreux signés avec des différents pays dont la préférence va désormais au vaccin à ARN, messager contre celui de Pfizer. Voici un reportage signé I24 News. Certains le décrivent déjà comme le plus gros blockbuster de l'histoire de la pharmacie, le vaccin anti-Covid-19, un produit phare qui fait bondir les chiffres de vente. BioNTech Pfizer table sur des transactions records. Le groupe américain s'attend à vendre pour 1,6 milliard de doses de son vaccin pour environ 26 milliards de dollars, des chiffres supérieurs de 11 milliards à ceux attendus en début d'année. Basée à New York, la compagnie pharmaceutique a depuis signé d'autres contrats mirobolants avec pêle-mêle la Commission européenne, les gouvernements canadiens et israéliens, et ce pour fournir des vaccins au-delà de 2021. Pfizer ajoute également dans un communiqué être, je cite, en train de négocier des contrats potentiels similaires avec de nombreux autres pays. Ce mardi, un quart des Européens ont reçu au moins une dose de vaccin, tous laboratoires confondus, comme le précise Ursula von der Leyen, la présidente de l'exécutif européen. La vaccination s'accélère dans toute l'Union européenne. Nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations. Un quart des Européens ont reçu une première dose. Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'Union européenne en juillet. Ce lundi, Pfizer annonçait avoir envoyé 430 millions de doses du vaccin à 91 pays et territoires différents dans le monde. Les experts estiment que son chiffre d'affaires pour 2021 devrait excéder 70 milliards de dollars, soit des revenus en hausse de près de 45% par rapport à l'exercice précédent. 70 milliards de dollars, soit la fortune estimée de Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal. C'est le terminus, c'est la page internationale au grand journal du 14h. Présentation Ehrlich Dorelas depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Production EdProd, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Aujourd'hui à Boston, un ciel sans soleil, température 49 degrés Fahrenheit, 9 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robin, encore une fois, joyeux anniversaire à Roland Joseph qui fête un nouveau printemps aujourd'hui. Eh bien, it's your birthday, joyeux anniversaire. Gardez le sourire ça rajeunit le visage. Rendez-vous c'est pour demain. Au revoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.